Bon, bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence sur les tests. Bonjour. Avant de commencer, on a un titre évocateur pour la conférence. Agnès, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un bon testeur en fait? Un bon testeur, tu vois, c'est la personne qui arrive, qui a un truc à coder, un truc à tester, donc il code, il essaye de tester, et voilà quoi. Toi, il y met du sien, quoi. Ok. Bon. Et un mauvais testeur? Ouais, testeur, c'est le mec, ou la fille. Il a un truc ou elle a un truc à coder, donc elle teste ou il teste, il code, et puis voilà quoi, tu vois. Ok, je suis pas mieux avancé. Je pense qu'on va essayer d'aller un peu plus loin dans la conférence. Ça, c'était juste une petite allusion au sketch des inconnus sur qu'est-ce que c'est qu'un bon chasseur, un mauvais chasseur. Ça parle qu'à ceux qui sont nés avant les années 80, mais c'était histoire de détendre un peu l'atmosphère. Bon, par contre, avant de commencer, on aimerait bien vous connaître. Et j'aimerais savoir dans la salle qui utilise JUnit. Voilà. Allez, écoutez, voilà. On va y aller. TestNG, Okay. DBUnit, DBSetup. Ah, cool. Mieux. Ok. Ah, je suis désolé. Mais les principes sur les tests sont valables quand même dans tous les langages. Et qui c'est qui utilise des frameworks d'assertion de type FastAssert, AssertJ et tout ça? Ok, ça marche. Très bien. Alors, juste avant de commencer, on a fait une présentation qui est volontairement... on repart des bases, quoi. Voilà, parce qu'on pense que c'est toujours bien de rappeler des choses sur les tests, et ça nous arrive à tous d'arriver sur des projets legacy où on passe plus de temps en fait à corriger un test plutôt qu'à faire les vols qu'on a à faire, quoi. Emmanuel Bernard a encore tweeté un truc la semaine dernière en disant voilà, j'ai encore passé plus de temps à réparer mon test avec les mocks plutôt qu'à coder les vols que j'avais à faire. Donc voilà, une presse qui est ouverte à tous et à toutes, même si vous estimez pas forcément très avancé sur les tests. Bon, ils sont présentés, et donc toi Agnès, qui tu es? Qui je suis? Alors ça, c'est tous mes badges, parce que j'aime bien les badges. Donc j'ai été élue Java Champion il y a à peu près 1 an et demi. J'ai cofondé une société sur base coopérative qui s'appelle Ninja Squad, qui est composée de développeurs passionnés, et on travaille dans l'écosystème Java, Web, etc. Voilà. J'ai cofondé aussi une conférence qui s'appelle Mixit, qui a lieu sur Lyon et qui est un mix d'agilité, de choses un peu plus techniques autour du web et de Java. Ça a lieu dans 15 jours sur Lyon, qui réunit à peu près 500 personnes, donc plus petite que Devox. Et je suis leader de 2 Java User Group, le Lyon Java User Group et Duchesse France. Voilà. Et j'aime la devise « fais-le toi-même », donc c'est pour ça que j'ai laissé mon petit badge « do it yourself ». Bon, la liste c'est super longue. Pour moi c'est beaucoup plus simple, je vous rassure. Moi je suis juste quelqu'un d'enchaîné à la technique en fait. J'adore ça et j'adore faire partager ça justement. C'est pour ça que je tiens un blog qui s'appelle javamining.fr, sur lequel en fait je parle de développement Java, Android, développement web et aussi un peu d'agilité. Bon, si on commençait. Écoute, s'il le faut. Alors je vous présente Charlie. Charlie, c'est un développeur qui est passionné, qui essaye de faire les choses bien. Il sait que les tests unitaires ça compte, il sait qu'il faut en faire, donc il les fait, et il les fait relativement bien. Vu qu'il est un peu comme nous tous, donc il est aussi un peu feignant, c'est-à-dire qu'il va essayer de les automatiser un maximum. Il va essayer d'utiliser une plateforme d'intégration continue pour que les tests s'exécutent le plus souvent possible, à chaque commit, etc. Donc tout se passe bien pour lui. Sauf que Charlie travaille donc dans une équipe sur un mode projet, et comme dans tous les projets, il y a un chef de projet qui arrive qui lui dit cette itération, on est à la bourre, il faut livrer le maximum de story. Donc le problème, c'est que dès qu'on augmente la cadence, les tests peuvent être délaissés. Et les développeurs perdent confiance. Mais Charlie il est toujours motivé, lui, parce que c'est un bon testeur et il veut continuer à les maintenir. Le problème, c'est quand il va rentrer des fois dans le code, ça va être un peu comme ça, c'est un sac de nœuds, et il va passer plus de temps justement à corriger les tests qu'à implémenter la story. Et il se fait pourrir par ses collègues. C'est un peu le problème. Hein. Qui lui disent, ouais, c'est bon, tes tests, là, ils sont tout pourris, ça passe pas, on met du temps à les faire. Donc c'est bon, quoi, on va peut-être arrêter de les faire. Et puis, si jamais on en fait, le code de test, c'est pas si important que ça. S'il est un peu pourri, c'est pas grave. Voilà. Donc ses collègues sont pas super fun avec lui. Ouais, il faut qu'on aide Charlie quand même, il faut qu'on trouve quelque chose. Oui, il faut qu'on l'aide un peu, il faut qu'on l'aide à résoudre ses soucis et à l'inviter à essayer d'utiliser des outils pour faire des meilleurs tests. Vas-y, propose-moi quelque chose. Alors, écoute, si jamais je te parle en tant qu'architecte avec 15 ans d'expérience, je te dirais, écoute, Guillaume, c'est pas compliqué. Pour faire des bons tests, il faut qu'ils soient plus lisibles, il faut qu'ils soient plus maintenables, et tu auras ainsi confiance en eux.
Ouais, du blabla l'architecte, quoi. Bah, un peu, ouais. Moi, je suis plus codeur et je suis plus en phase avec le code. Ça te dirait qu'on fasse un peu de live coding? Eh ben, ça sera mieux, effectivement. Bon, le problème, t'as promis un truc avec Guillaume Ouais, c'est vrai. Laforge. Donc, on a promis à Guillaume Laforge de se déshabiller sur On se scène. déshabille sur scène. Moi, je me tourne. Hein. Voilà. Donc, j'accepte, que le juste micro pour ce marche talk, encore de jouer le rôle de la le- mauvaise testeuse. Si, c'est bon. Ouais, ça reflète les vrais rôles. Hein. Eh ben, écoute. Et la couleur verte, je sais pas si Rémi dans la salle, c'est pour lui. Vas-y. Alors, du coup, de quoi on va vous parler? Alors, le code de l'application Legacy, parce qu'on parle bien d'application Legacy, le thème fonctionnel, c'est relativement simple. C'est une appli qui va vous permettre de lister des conférences, vos conférences préférées, les speakers que vous pourrez y voir et les talks. D'accord? Donc, c'est un fonctionnel relativement simple. Vous aurez des services un peu plus évolués pour comparer des talks entre eux, des conférences entre elles, pour savoir par exemple quelle est la conférence la plus hype, etc. D'accord? Et tu veux savoir un peu que vaut mon application? Bah ouais. Donc je te montre un peu les rapports Sonar. Je suis pas mécontente de ces rapports. J'ai pas loin de 65% de couverture de tests. Mes tests y passent. Il y en a 110. Enfin, pour un proto, c'est plutôt pas mal. Ouais, tu m'aurais montré des rapports Sonar qui étaient pas bien, je t'aurais dit tout de suite ton code n'était pas bien. Mais c'est pas parce que tu as des bons rapports que ton code de test est bien. Donc est-ce que tu peux me montrer quelque chose en fait? Si tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te montre? Bah, tu me parlais justement de la conférence la plus hype. Je suppose que tu as un service qui fait ça. Effectivement. Donc j'ai un service relativement simple qui me classe mes conférences entre elles. Alors on ne s'est pas basé sur le nombre de followers Twitter, parce qu'on trouve que ce n'est pas forcément le métrique le plus intéressant pour savoir quelle est la conférence la plus prisée. On aurait pu se baser sur le nombre d'heures nécessaires pour que la conférence soit sold out. Donc si on compare par exemple Mixit à Devox, on se rend compte que Mixit a fait sold out en 42 heures. Voilà. Bon, j'arrête après les trolls et tout. Là, on s'est basé sur un autre métrique qui nous semble aussi intéressant, c'est le ratio entre le nombre de propositions au call for paper et le nombre de slots définitifs à la conférence. Et pour nous, en fait, finalement, la conférence la plus sélective sera considérée comme la conférence la plus hype. Okay. Et notre service, il retourne des conférences classées de la plus hype à la moins hype, quoi. On est là pour voir des tests. Donc, montre-moi ta classe de test. Voilà ma classe de test. Donc, tu vois, vu que j'ai bien appris à faire des tests, j'utilise un framework de mock, on y reviendra tout à l'heure. J'ai un test, une méthode de test, OK, qui me teste que tout va bien. On verra les différents cas de test que j'ai dedans. Et j'ai un test KO qui me teste que tout va mal. Bah, tu vois, on va dire que j'ai pris enseignement des bonnes pratiques de test, quoi, tu vois. OK. Moi, j'ai noté plusieurs trucs. T'es ouverte à la critique? Bah écoute, j'essaye. Donc il y a une première chose en fait qui me dérange dans tes tests, c'est le nommage. Donc si tu veux, peut-être on peut commencer par l'exception, le cas non passant. Ouais. En fait, pour moi, un bon nommage de méthode de test, en fait, c'est quand tu réponds à deux questions, c'est le quoi et le pourquoi. Ouais. Là, quand je dis ton nom de méthode, je ne sais pas du tout ce que ça fait en fait. Bah KO. Bah, test, hypesconf, KO. Et pourquoi c'est KO? Eh bah, je sais pas. Donc en fait, ce que tu peux utiliser, c'est un préfixe sur tous tes tests, par exemple le should ou le should not. Ouais. Là, tu es dans un cas non passant, donc tu peux faire un should not. Donc là, tu recherches le hypesconf, donc tu peux faire should not find, et tu vas expliquer le pourquoi en fait, pourquoi ça plante. Donc tu vas utiliser le mot-clé when. Ouais, ok. Et donc dans ton cas, donc c'est que tu n'as pas de données en base. Ok. Et là, tu trouves ça plus parlant, effectivement, peut-être. Je sais pas, c'est toi qui peux me dire. Ouais, effectivement. Mais alors par contre, comment je fais pour celui-là là? Bah tu fais pareil. Ouais, mais du coup, j'ai plusieurs cas de test. C'est-à-dire que je teste un premier cas où je compare Devox à Mixit. D'ailleurs, tu n'as pas expliqué le contenu de mes tests? Bah, si tu veux, je te les explique. Donc du coup, le premier cas de test, donc je teste Devox à Mixit. Donc les métriques, j'en ai déjà parlé. On se rend compte que Devox est un peu moins sélectif que Mixit, donc apparaît après Mixit comme étant la conférence, dans le classement des conférences les plus hype. Par contre, quand on se compare au Jug Summer Camp, on se rend compte que le Jug Summer Camp passe devant vous. Alors il n'est pas passé, le Jug Summer Camp encore, mais on a fait une projection de ce que ça pourrait être en 2014 au regard de ce qu'ils ont eu en 2013. Ah, mais ça, c'est une question d'eau, en fait. D'eau, c'est-à-dire? En fait, à Paris, il n'y a qu'un fleuve. À Lyon, en fait, on en a deux. On ne sait jamais si c'est la Saône ou le Rhône qui est en premier. En fait, c'est historique. Mais... Et à La Rochelle, ils ont plein d'eau, il y a de l'océan. Ah oui, alors tu veux dire que c'est La Rochelle qui fait que ce soit la conférence la plus hype? Bah, moi, je ne suis pas d'accord. Jug Summer Camp, pour moi, c'est une conférence qui sait accueillir son public, sait accueillir ses speakers. Donc, c'est pour ça qu'on peut estimer que c'est la conférence la plus prisée. Bon, on essaie de faire de la pub pour toutes les confs qu'on aime. Ça, c'est un peu vu, je crois.
Ok, donc du coup, tu veux que je la renomme, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc là, je vais retrouver mes conférences quand tout va bien, quoi. Ouais. Ok. Et par contre, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans mon WEN, là, tu vois? Ah. Parce que j'ai plusieurs cas Parce de que test. c'est un en autre fait. problème en fait sur ton test. On arrive au deuxième point, c'est la granularité. Ouais. Quand tu regardes ta classe, en fait, tu essayes de vérifier 3 choses dans ton test. En fait, Ouais. chaque méthode de test ne devrait vérifier qu'une seule chose à la fois. Ça, c'est vachement important. Donc, là, dans ton cas, tu devrais avoir 3 méthodes. Tu veux dire un Tiens. cas de test par méthode, c'est ça? Voilà. Je vois que tu as lancé Infinitest. Je pense qu'on peut peut-être expliquer ce que c'est. Ah oui. Donc Infinitest, c'est un outil qui est maintenu par quelqu'un qui s'appelle David Gageot. Donc j'avoue en public. Ouais, bah, c'est bon. Je vais plutôt dire ce que ça fait plutôt que tu avoues tu fasses une déclaration en public, quoi. Ok. Donc en fait, Infinitest, il est là pour vous aider à lancer le plus souvent possible les tests. À chaque fois que vous allez faire un make dans votre projet, il va détecter les classes qui ont bougé et relancer que les tests dont il a besoin. Donc là, il a tout relancé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas lancé les tests. Donc voilà. Ok, donc du coup, on va, sur toute le live coding qu'on va faire aujourd'hui, on aura Infinitest qui tournera en continu chaque fois que je lancerai mon mail, quoi. Voilà. Ok, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant sur ma classe de test, sur ma méthode de test? Donc, une chose aussi, c'est qu'on vous montre que des exemples en JUnit pour le moment. C'est-à-dire que vu qu'on est sur un cas où on rentre dans du code legacy, ce qu'on trouve souvent justement dans les sociétés, c'est JUnit. À chaque fois, j'essaierai de faire le parallèle avec TestNG quand il y a des équivalents. Et, parce que TestNG a d'autres fonctionnalités que JUnit n'a pas, même si JUnit évolue ces dernières années et rattrape un peu son retard. Pas de problème. Donc du coup, qu'est-ce que tu veux me faire de voilà. beau? Donc moi, je veux factoriser ça en fait. Donc j'aimerais bien qu'on utilise les paramètres. Donc dans TestNG, justement, on a des data providers qu'on n'a pas dans JUnit. Ouais. Dans JUnit, il y a une notation particulière qui s'appelle parameterized. T'es super fort en anglais, Guillaume. Ouais. Dis-le pas trop fort parce que je crois que ça s'entend. Mais le problème de cette annotation, en fait, c'est qu'elle est vachement limitée. Déjà, si tu veux l'utiliser, il faut déclarer des variables d'instance que tu peux en fait initialiser que via constructeur. Ouais, Donc tu peux l'utiliser qu'une fois dans un test. Disons que le problème d'utiliser le paramétrage avec JUnit, c'est qu'effectivement, tu as un seul jeu de données finalement pour toute ta classe de test, quoi. Voilà. Donc moi, ce que je te conseille d'utiliser, c'est plutôt un projet qui s'appelle JUnit Param, qui reproduit la même chose que les data providers de TestNG en fait. Donc son utilisation, c'est super simple. Tu rajoutes un runner sur ta classe. Ouais. Donc il y a un JUnit Param runner. Ok. C'est tout? Bah non. C'est magique, mais quand même pas à ce point-là. Ouais. Donc ta classe de test, tu vois, tu as des choses que tu peux mettre comme paramètres. Typiquement, à chaque fois, tu vas avoir deux conférences que tu testes entre elles. Ouais. Donc ça peut être tes deux premiers arguments. Ok. Donc par exemple, ma première conf que je vais comparer. Voilà, la Ok. deuxième. Tu veux que j'externalise aussi ce paramètre? Ok. Et je vois aussi ta liste, en fait, derrière, tu vois, tu as une liste assez compliquée. Ouais, tu vérifies les noms des conférences. Pas compliqué, ouais. Disons que mon service me retourne ma fameuse liste de conférences classées de la plus hype à la moins hype. Tu extrais les noms. J'extrais le nom et ensuite je compare avec JUnit ce à quoi je m'attends avec la liste de noms c'est extraits. mon prochain point, ça. D'accord. Mais vas-y, donc tu peux externaliser, rendre paramétrable justement ton résultat attendu. Ouais. Ok, Très donc bien. du coup, Tu peux supprimer tout ce que tu as en dessous. tous les autres cas de test. Ah oui, bah oui, Ouais. forcément, puisque maintenant je suis paramétré, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et puis après, comment j'injecte mes paramètres là dans mon histoire là? Alors on a une notation qui s'appelle parameters, que tu vas rajouter. Tu peux enlever ton commentaire aussi. Ok. Parameters, .junit param, c'est ça? Ouais. Ok. Donc si tu fais un peu la complétion, on va pouvoir voir qu'il y a deux propriétés à cette annotation. Ouais. Parenthèse. Donc Ok. soit en fait on a une propriété méthode, soit value. Donc la propriété value, tu vas définir un tableau d'objets que tu vas injecter. Donc ça c'est pas très type safe, moi j'aime pas trop, et je préfère la première en fait, la propriété méthode qu'on retrouve aussi avec TestNG. Donc là tu vas D'accord. faire le lien vers une méthode. Cette D'accord. méthode va te renvoyer un tableau d'objets qui en fait sera injecté par JUnit Param à chaque fois qu'il va itérer pour lancer des tests. Donc cette méthode, je peux l'appeler conférence values. Voilà, D'accord. par exemple. Ok. Et ensuite? Et ben ensuite il faut écrire cette méthode. Alors, j'ai le droit à un petit joker ou pas? Bon, tu as le t-shirt rouge du mauvais testeur, je crois. Je t'accorde. Ok, donc je n'écris pas cette méthode parce que ça va être un peu long et c'est pas très pertinent, quoi.
Donc du coup, c'est quoi ce truc-là en fait? De là, en fait, c'est un utilitaire en fait, fourni par JUnit pour juste créer un tableau d'objets. En fait. C'est juste pour simplifier la syntaxe. Et il vient d'où ce truc-là? JUnit, param. D'accord. Alors déjà, j'importe ma liste. Ok. Vas-y, fais le... D'accord. That's all? C'est tout. Donc tu veux dire qu'en fait, dans ma méthode conference values, j'ai spécifié tous mes différents cas de test. Donc en gros, quand je compare des box à Mixit, voilà ce que ça devrait me retourner, etc. Et que c'est cette méthode qui gère mes différents paramètres et cas de test qui va être injectée lorsque je gère ma vraie méthode de test. C'est ça? D'accord. Tu peux juste lancer en fait par ici, lance ta classe de test, juste pour montrer en fait le rapport, pas avec des, voilà, comme ça. Là j'ai lancé l'autre. C'est juste pour montrer la trace en fait, pour montrer que la méthode est bien invoquée tout un tas de fois. D'accord. Donc si tu cliques ici, Ah oui, tu peux voir en fait que même si tu as paramétré tout ça, tu as 3 appels en fait à ta méthode. D'accord. Cool. Tout en ayant un code beaucoup plus lisible. Cool. Bon, et ben voilà, on s'arrête là. On repasse en plein écran. Qu'est-ce que je dois faire la lecture. Donc l'autre chose en fait, c'était l'assertion. Moi, de voir une itération au plein milieu de ton test, ça me pique un peu les yeux. Là. Ah, tu veux dire quand j'extrais mes noms de mes conférences et tout? Donc là, en fait, tu es en train d'utiliser du assert equals à la JUnit. C'est bien, hein, mais si j'essaie de traduire ça en français, c'est vérifie-moi qu'elle est égale, ma valeur attendue, est-ce que j'ai trouvé quoi. Yoda style, quoi. C'est ça. On est geek, on l'est pas. Moi, j'aime bien Star Wars, mais bon, j'aime bien aussi avoir une syntaxe un peu plus claire. Donc pour ça, on peut utiliser en fait le mot-clé assertvat qui était introduit en fait dans le projet Amcrest. Donc Amcrest, c'est emballe-toi pas. Qui est le projet qui était initié en fait par le créateur de Gmok. Donc ça a été intégré dans JUnit, mais l'API n'est pas super en fait. Donc c'est pour ça que moi je préfère utiliser en fait une API Fluent pour faire la même chose. D'accord. Donc avant j'utilisais FSAssert et maintenant j'utilise plus AssertJ en fait parce qu'il y a le projet évolue plus, il y a plus de matchers, donc c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et c'est qui le fait AssertJ? Là tu sais que j'ai un problème avec les noms. Donc je sais que ça finit par un A et ça commence par un C. Donc c'est Joël Costigliola. Voilà, je veux le citer quand même parce que c'est un français, mais je me suis entraînée 4 fois avant. Quoi. Ok, donc du coup... Tu as fait un apport d'assertion avant? Peut-être pas. Donc il faut bien prendre le assertvat. C'est bon, je crois qu'il y est là. On va essayer. Et pas celui de JUnit. Hein. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je compare, si tu me dis que je vais parler de manière plus fluente, je vais comparer ce que me retourne mon service. Ta liste. Ouais. Donc avant, tu faisais d'extraction en fait, justement d'attributs. Là, dans AssertJ, tu as une méthode qui s'appelle extracting. D'accord. Donc tu mets le nom de ta paramètre. Donc là je compare mes noms de conférences. Ok, ça me va bien. Et tu lui fais un is. Tu veux dire, je vais vérifier qu'en extrayant le nom, je vais avoir exactement la même liste attendue, c'est ça? C'est ça. D'accord. De ton expected. Cool. Et donc tu peux virer tout ce bloc au-dessus. D'accord. Donc tu ne trouves pas ça plus lisible en fait? Si. Effectivement, c'est un peu plus lisible. Ça me va un peu mieux. Bon, relance les tests quand même pour montrer que ça marche quand même. Tu recliques ici pour que la fenêtre... Voilà. C'est passé. Super. Donc effectivement, c'est un peu plus lisible. Disons que j'ai quelque chose de plus concis, j'ai pas mal duplication de code, j'ai fait de l'injection de paramètres. Et j'avoue que les assertions avec AssertJ, c'est quand même un peu plus sympa que celles avec JUnit, même si j'aime bien Yoda. Bon, il y a une dernière chose qui me chérit, moi, c'est voir des try-catch aussi dans les exceptions. Bon, dans ton premier temps, on va juste prendre ton test comme il était. Ouais. Donc ici, tu fais un assert fail. Donc AssertJ aussi te propose une méthode qui permet de vérifier ton exception. D'accord. Qui est? Donc, le fail because exception was not shown. Je fais exprès pour qu'il parle anglais en fait. Ouais. Il faut que je m'entraîne en fait parce que ça. Ok. Donc du promis coup. qu'un jour j'y arriverai, mais. Donc du coup, c'est quoi l'intérêt de ce truc-là en fait? En fait, l'intérêt c'est que quand ta méthode va cracher, ton message dans les logs sera beaucoup plus clair. Quoi. Donc ça va t'aider au diagnostic. D'accord. Okay. Et pareil sur l'assert equals, là tu peux enlever ton Yoda style et utiliser le français quoi. En mettant d'abord le sujet et après le verbe et après le complément. Si tu veux. Donc is equals to. D'accord. Tu te rappelles du message de ton exception? Pas du tout. T'as une feuille de pompe en plus. Eh ouais, mais je ne veux pas l'utiliser moi. Je suis comme ça. Tu viens d'utiliser là. C'est is equal to. Ok.
Ok. Donc vas-y, relance ton Et là, ça test. te va mieux ce que j'ai écrit du coup, c'est ça? Donc tu penses que le message est effectivement plus parlant. Est-ce que ça t'arrive souvent de tester les messages? Tu veux dire les messages d'exception? Oui. Bah parfois ça peut être pertinent, effectivement. Là, Des fois, ça peut être pas... pertinent. Là, je ouais, pense pas que ça t'apporte grand-chose. effectivement. Donc, ce que tu aurais pu utiliser, en fait, c'est l'attribut de la notation test, expected. Ouais. Et en fait, tu mets le nom de ton exception et tu peux enlever ton bloc try-catch de ton code. D'accord. Pour rendre mon test moins verbeux, c'est ça? Du coup, mon fait, Bah je oui, m'en fous. Ok. Toujours dans un souci d'améliorer la lisibilité. D'accord. Bon, et pour l'utilisateur TestNG, en plus, si vous n'êtes pas utilisateur et que vous l'utilisez, TestNG propose en fait une propriété dans la notation pour vérifier le contenu d'un message, quoi. D'accord. Ok. Cool. Donc, ce que tu viens de me faire faire, c'est d'utiliser des méthodes paramétrées avec JUnit, avec JInParam, pardon, d'utiliser des insertions et éventuellement de rendre moins verbeux mes cas d'exception, quoi. C'est ça. Ça te va pas? Ça me va. Ça me va, mais sauf que ça va pas durer. Comment ça? Tu veux changer? Ouais. Moi, je veux bien passer, changer, mais tu fais péter le t-shirt. D'accord. Ouais, je t'accompagne. Alors, c'est pas facile avec les micros, mais on va Pourquoi y tu arriver. tournes? Parce que je veux pas me montrer. Putain. Et t'as vu, c'est moi qui arrive à me déshabiller, hein, pas toi. Ok, alors, de quoi Ça tu veux marche qu'on encore? parle? Ouais, c'est bon. Je sais pas. Le deuxième axe, c'était quoi? Maintenabilité? C'était maintenabilité, je crois, ouais. Du C'est coup, celui-là. quand on parle de maintenabilité, donc maintenant que je suis bonne testeuse, je vais pouvoir vous parler un peu mieux de ce à quoi je pense. Quand on parle de maintenabilité, de mise à mal de la maintenabilité des tests, souvent on évoque les mocks. On dit à cause des mocks, nos tests, ils sont pas maintenables, etc. Machin. Il y a même un mouvement qui existe qui s'appelle le no-mock mouvement qui a été lancé Tu veux par... dire pas de mock? no-mock mouvement, non, c'était not only mock comme not only Ah. SQL, etc. On peut faire autre chose préfère. que des mocks, mais bon, pas trop. Ça a été lancé même par quelqu'un qui a cofondé DevOxFR. Et mon point de vue là-dessus, c'est pas de plus faire de mock, c'est de mieux savoir les utiliser. Et déjà de savoir distinguer ce qu'on appelle des pauvres bouchons, des stubs et des mocks. Il y a quelqu'un qui a écrit un article il y a quelques années qui s'appelle Martin Fowler, qui est assez connu dans le monde du développement logiciel, donc je crois que c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Ouais. Moi aussi, c'est mes dieux. Pour moi, c'est Voilà. le dieu du software design, quand même. Donc on a chacun notre dieu. Vous voyez. Et Martin Fowler, dans cet article, bon, qui est un peu verbeux, mais il explique assez simplement la différence entre ces fameux mocks et ces fameux stubs. Ce qu'il faut retenir, c'est quand on utilise trop de mocks, on essaye de faire un peu trop de tests boîte blanche. C'est-à-dire qu'on veut essayer de tester l'implémentation, les détails de l'implémentation du composant à tester. Ça peut être bien dans certains cas, hein, quand vous avez un composant qui dépend d'un autre composant qui fait de la notification. Pourquoi pas vérifier si le composant qui fait la notif est appelé, dans quel ordre, combien de fois, etc. Donc ça peut être bien de faire ce qu'on appelle de la vérification de comportement. Et les mocks permettent ça. Vous allez pouvoir vérifier votre comportement de l'implémentation. Mais par défaut, notre position, c'est plutôt de dire, cantonnons-nous à bien faire nos tests et à faire du test de contrat de service, donc plutôt du test boîte noire par défaut. Quand vous avez un pauvre service qui appelle un composant d'accès aux données, un DAO, un repository, faites ce que vous voulez, c'est pas forcément nécessaire de faire du test de comportement par défaut. Et le test de vérification d'état de votre composant peut suffire. Tu as peut-être des exemples de code pour que ce soit un peu Ouais. plus parlant. Je sais pas que tu me perds là, mais moi, je suis Allez, plus vas-y, code, vas-y, moi. monte ton code. On a des Vox et il y a des développeurs dans la salle. Donc, si tu montres un de tes... Je crois qu'on a vu plusieurs tests qui utilisent des mocks. Ouais, je vais te montrer en fait celui qui permet de créer un talk. De créer un talk? Parfait. Donc du coup, ce que, en tout cas, moi je remarque beaucoup quand j'arrive sur des projets legacy, c'est que, étant donné qu'on confond un peu ces stubs et ces mocks, on a tendance à, par défaut, être trop rigide sur l'écriture de nos tests quant aux mocks. C'est-à-dire qu'on va faire trop de vérification de comportement. Donc par exemple, dans ta classe, alors déjà c'est pas mal, tu utilises Mockito, c'est un bon framework de test. Donc là, de manière assez simple, tu as déclaré ta dépendance, donc ton talk repository, ton talk DAO. Tu dis dans tel composant le service, je vais l'injecter. Ah, Ça, c'est celui bien. que je vais tester, ouais. Voilà. Et en dessous, si je regarde ton should create talk, la Ouais. méthode qui teste la création de ton talk. T'as vu, la méthode est bien nommée. Hein. Eh ouais. Dans cette méthode-là, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu vas essayer tu crées une instance, le talk created. Là, ce que tu fais quand tu appelles ton when, talk repository, etc., là, tu vas utiliser un stub.
Ton mock, tu vas le bouchonner et tu vas dire, dans tous les cas, chaque fois que j'appelle mon talk repository sur sa méthode save sur n'importe quel talk, alors retourne-moi l'instance que tu viens de déclarer au-dessus. Ok, Parfait. C'est ce que tu appelles le stub, ok. Ce que j'appelle le stub. Ensuite, tu vas appeler ton service. Très bien. Tu vas faire de la vérification d'état sur ton service. Très bien, pas de souci. Mais pourquoi tu fais ça là? Pourquoi tu vas vérifier le comportement de ton mock? Je veux être sûr que mon repository a été appelé une fois, quoi. Et oui, mais tu viens de le spécifier juste au-dessus. En fait, ici, c'est redondant. Que cette vérification de ton comportement n'est pas nécessaire étant donné que tu as stubé ton composant. Le fait de dire que dans tous les cas, je retourne telle instance et que tu spécifies clairement quelles sont tes attentes, tu n'as pas besoin de vérifier dans quel ordre, tu as appelé ta dépendance, etc. Le problème de faire ce genre de vérification, c'est que tu peux faire échouer ton test. Si jamais dans ton implémentation, tu fais un changement et que tu rajoutes un rappel de repository, etc., ton test, il va échouer. Et je trouve, c'est peut-être des bases que je répète, mais je trouve que c'est une des raisons qui font que beaucoup de gens disent les mocks, c'est chiant, etc. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'avant, j'utilisais aussi EasyMock et ils m'obligeaient à faire ça. Au début, après, tu pouvais aussi utiliser des stubs avec EasyMock. Les premiers frameworks de mock étaient vous invitaient un peu à utiliser des strict mock, donc à pas par défaut utiliser ces stubs, etc. Donc effectivement, on a peut-être pris, du moins ceux qui ont connu les inconnus, qui sont nés avant les années 80, là, on a peut-être pris des habitudes qui ne sont pas excellentes. Ok, donc tu me dis je supprime ça. Voilà, exactement. Et du coup, ton test sera un peu moins lié aux détails de ton implémentation. That's all. Ok, ça passe. Bah, tu me diras, je le fais qu'enlever, donc. Parfait. Dis-moi, est-ce que tu peux me parler un peu de tes tests d'intégration unitaire qui touchent à ta base de données? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait pas mal de gens qui utilisaient des DB-Unit. Je crois que tu es dans ce cas-là, non? Moi, je suis comme la majorité, j'utilise DB-Unit, moi. Ok. Donc DB-Unit, tu aimes le XML? Pas vraiment, non. En plus, depuis que j'utilise des versions de Spring, ou même sur JE, c'est pareil, c'est qu'on fait un peu la guerre au XML. Vu qu'on est des codeurs, moi je préfère la Java config quand même. D'accord. Mais tu utilises DB-Unit? Ouais, il me reste que du XML pour mes fichiers de test. Allez, vas-y, montre-moi une petite classe de test qui utilise DB-Unit. Bon, je peux te montrer en fait mon repo dans lequel j'archive des talks. En gros, ce service-là, enfin ce repository-là, il a deux méthodes. Une pour trouver les talks qui sont archivés, le find talk to archive, et après, encore de l'anglais. Mais tu parles bien anglais là? Ouais. Et après une autre méthode qui permet justement d'archiver. Donc j'en ai une en readonly et deux en save. Et l'utilisation de DB-Unit, elle est où là? Elle est ici en fait, tu vois, j'ai utilisé une rule JUnit. Bah attends, t'es pas si mauvais testeur que ça. Non mais quand même. Les rules JUnit, c'est un truc assez sympa qui vous permet de capitaliser du code entre vos classes de test pour cacher une certaine verbosité, mutualiser vos before, vos after, etc. Et typiquement, quand je parle de verbosité, on est en plein dedans avec des DB-Unit, donc je vois bien pourquoi tu l'as utilisé. Tu as utilisé ce principe de rule. Ça veut aussi casser l'abstraction. Oui, tout à fait. Ça te permet le fait de plus d'utiliser des rules, ça te permet de plus utiliser de l'héritage technique pour capitaliser ton code. L'héritage, c'est pas fait pour mutualiser du code technique. C'est surtout qu'en plus, on peut utiliser plusieurs rules dans le test. C'est-à-dire que là, je ne l'ai pas fait, c'est un exemple simple, mais j'aurais très bien pu rajouter une rule pour créer un fichier qui se supprime automatiquement à la fin. Effectivement. Donc comme ça, je peux utiliser plusieurs comportements sans empiler les niveaux d'abstraction, à la Spring, quoi. Tout à fait. Tu peux, avec les rôles JUnit, les chaîner et effectivement pouvoir avoir plusieurs comportements mutualisés. Alors vas-y, montre-moi un peu ta rule là. Qu'est-ce qu'elle a, cette rule là? Bah, c'est simple, donc elle étend en fait justement une rule qui est fournie par JUnit. Ouais. Donc, oui, JUnit. Donc dedans, qu'est-ce que je fais? J'instancie justement le contexte DB-Unit. Ok. Donc je lui dis qu'à chaque fois en fait qu'il va insérer un jeu de données, donc il va d'abord supprimer avant d'insérer. Donc je passe le jeu de données et je lance. Ok. Ah oui, là, c'est quoi ça? Ah, la verbosité là, ouais. Ouais, ça en fait, ça me permet de vérifier une fois que j'ai appelé mon repo. Une fois que tu as appelé ton composant d'accès aux données, ouais. Voilà. Donc le contenu de ma base de données, donc la table que je veux tester, est équivalente à ce que je lui passe en entrée via un fichier XML encore. D'accord. Tu compares ton dataset XML avec l'état de ta base, c'est ça? Ouais. Et il faut ça pour faire ça. Ça pour faire ça. Ok. Et en plus, tu es obligé d'avoir deux fichiers XML, un pour l'initialisation de tes données et un pour ton expected. Toi. Ouais. Et puis j'ai aussi un truc au niveau des transactions que je trouve pas super. C'est-à-dire que soit en fait je surcharge mon contexte transactionnel général de l'application, mais j'aime pas ça pour les tests, soit je gère une transaction manuellement. Parce qu'en fait, vu que je suis obligé de vérifier le contenu de ma base
avec le fichier, il faut que j'ai Ah oui, committé. tu veux dire que ton commit doit avoir eu lieu, C'est ça. D'accord. Et souvent, c'est pas ton DAO ou ton repository qui va être transactionnel, mais c'est le service qui est au-dessus. Donc tu retrouves des trucs comme ça dans mes tests, quoi. Donc tu fais un callback, quoi. Ouais. Ok, ouais, bon. C'est vrai que c'est un peu verbeux. Bah, disons que tu vois, ça saute pas aux yeux ce que tu veux tester, quoi. C'est Alors, ça. est-ce que tu pourrais pas, par exemple, te limiter, dans la plupart du temps ça peut suffire, te limiter à la vérification de l'état de ta session, quoi, ton objet en session? C'est vrai qu'en même temps, comparer le comportement d'Oracle ou d'une base de données, c'est pas forcément utile. Initialiser ta base de données pour justement tester tes selects un peu compliqués, tout ça je comprends. Après, aller jusqu'à l'assertion DBUnit pour vérifier si ce que tu as, c'est bien ce à quoi tu t'attendais, etc. En comparant l'état de la base, c'est pas forcément nécessaire. S'en arrêter à la vérification de ta session peut suffire. Ok, donc relance ton test, très bien. Donc là, Infinitest qui va recalculer le nombre de tests à repasser. Et donc là, effectivement, tu as quelque chose d'un peu moins verbeux, quelque chose de plus clair au niveau de l'écriture de ton test. Ok, donc je vais pouvoir supprimer. Donc supprime-moi, donc ça c'est le moment un peu jouissif, supprime-moi tout ce qui touche à DBUnit. Ah bon, des minutes, pourquoi? Eh ben parce que du coup, on va en arriver à l'étape d'après. Moi, je veux plus te faire utiliser de XML. Ouais, Juste derrière. Tu fais des promesses comme ça, mais qu'est-ce que tu me proposes en fait? Donc je te propose d'utiliser un outil maintenant qui s'appelle DB Setup. Ouais. Et donc c'est un outil qui a été développé par Jean-Baptiste Nizet de Ninja Squad, donc la Oula, boîte dont je fais je partie. t'arrête, moi je fais pas de pub, moi. Alors c'est pas Je de la pub. participe pas à ça, moi. C'est pas de la pub. Effectivement, je suis partie de Ninja Squad et c'est un mec de la boîte qui a fait cet outil. Je fais pas la promo pour ça, c'est un outil open source, donc voilà, on n'a pas d'argent à se faire dessus, mais en tout cas, je suis persuadée que c'est un outil qui peut nous apporter quand on écrit des tests. C'est-à-dire qu'en gros, le principe de DB Setup est simple, c'est vu qu'on n'aime pas trop faire du XML, puisque avant tout on est des développeurs, on aime utiliser des API pour faire un peu tout ce qu'on peut. Et quand on doit jouer sur des jeux de données ou ce genre de choses, pourquoi pas utiliser une API. Une API, c'est plus sympa pour pouvoir mutualiser du code, pour pouvoir arriver à optimiser ce que vous voulez dans vos opérations d'initialisation, etc. Donc l'étape d'après, on va essayer de supprimer tout ce qui touche à DBUnit. Bon, t'as plus qu'à me convaincre pour savoir si j'utilise ou pas DB Setup. Alors on va voir que c'est relativement simple. Donc je supprime tout ce qui est XML alors. Tu vas supprimer tout ce qui est XML. Exactement. DBUnit. Voilà. Donc on va en fait supprimer là le lien avec DBUnit. Ok. Donc là tu vas utiliser un composant de DB Setup qui s'appelle DB Setup. J'utilise dans mon before. Donc tu vas le faire dans ton before, dans ta méthode before. Ok. Alors tout ce qu'on va montrer, on va le faire dans une méthode before, mais on peut très bien s'imaginer qu'on va avoir une rule aussi DB Setup pour ça. Donc dans ton before, tu vas initialiser ton composant DB Setup. Ouais. Et pour ce faire, tu vas utiliser ce qu'on appelle des opérations dans l'API DB Setup. Donc une opération, c'est par exemple ton opération d'initialisation de jeu de données. Donc ça, tu vas le faire à partir d'un builder qui s'appelle Operations. Voilà. Ok. Sur lequel tu vas pouvoir avoir tout un tas d'opérations possibles. Donc par exemple, tu vas pouvoir enchaîner une séquence d'opérations en base. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on va faire. Une des précaux qu'on retrouve souvent quand on fait du test unitaire d'intégration de base de données, c'est, et ce que reprend DB Setup, c'est de dire, tant qu'à faire, dans votre before, faites un clean insert pour pas forcément faire de insert dans votre before et de clean dans votre after. Donc on va faire du clean insert. Du coup, tu vas déclarer ton opération de delete en base. Ok, delete. Pardon. Voilà. Là, tu déclares donc les éléments sur lesquels tu vas opérer ton delete. Pour le moment, tu n'en as qu'un, mais tu pourrais très bien imaginer en avoir plusieurs. Là, tu vas ensuite enchaîner tes opérations d'insertion, donc toujours en Fluent API. Donc là, tu déclares voilà, la table sur laquelle tu vas travailler. Donc c'est un builder. Tu vas appeler ton build, tout à fait, à la fin. Et avant, tu vas spécifier tous les éléments que tu veux insérer. Donc les colonnes sur lesquelles tu veux travailler. Et enfin, les valeurs sur lesquelles tu vas vouloir jouer. Okay. Alors, vu qu'on n'a pas un temps extensible, on ne va pas pouvoir faire toutes les démos possibles avec DB Setup, mais il faut savoir que quand on parle de valeurs, d'insertion de valeurs, vous avez dans DB Setup une API qui vous permet de jouer sur ces valeurs. Donc vous avez ce qu'on appelle des value generators ou des date generators qui vous permettent de, par exemple, avoir un nombre entre 1 et 1000 de manière aléatoire, une date entre 2010 et 2013 de manière aléatoire, etc. C'est une vraie API que vous pouvez étendre. Hein. On est en Java, donc après vous faites ce que vous voulez sur la composition de votre jeu de test. Donc là, j'ai vu que tu as utilisé un petit joker. Hein. Ah, tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. Tout à fait pareil. Donc ouais, on a le droit à un joker chacun.
Ok, donc là, tu viens de décrire ton jeu de test. Cool. Donc maintenant, tu vas déclarer le fait de lancer ce jeu de test à l'initialisation de ta méthode de test. Donc tu vas faire un DB setup, tu vas instancier ton composant DB setup. Ok. Voilà. Alors ce que tu vas devoir faire juste avant, c'est que tu vas devoir déclarer ta data source, à savoir la data source sur laquelle tu travailles, puisque DB setup va devoir savoir sur quelle source de données tu travailles. Parfait. Ok. Et donc, dans ton DB setup, tu vas devoir spécifier, donc si tu regardes un peu ce qu'il dit, voilà, une data source destination, tu vas lui dire travaille avec ta data source et le jeu de données que tu viens de spécifier. Donc là, tu mets ton jeu init. Ok. Et c'est tout, il ne reste plus qu'à lancer ton jeu de test en base. Donc là, tu lances... Launch. Launch, exactement. On vérifie que tu n'as plus rien de DB unit dans ton test. Je ne me trompe pas. Parfait. Et là, tu vas le lancer. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est virer tout ce qui est en adhérence avec XML. On vient d'utiliser une API Fluent pour pouvoir gérer nos jeux de données. Et maintenant, on fait nos tests unitaires en interaction avec notre base de données complètement en API. Ok. Cool. Ça a l'air sympa. Alors, une dernière chose, vu qu'il nous reste encore un petit peu de temps. Donc, je vous invite à aller voir un peu la richesse de l'API. J'ai parlé des value generators, des générateurs de dates aléatoires, etc. Vous pouvez aussi, un truc qui m'embête tout le temps quand je fais du test unitaire, et notamment quand je faisais du DB unit, c'est le fait de me dire, par défaut, chaque fois que j'ai une méthode de test, je vais avoir dans ma méthode before un lancement, un clean insert, donc un lancement d'un jeu de test en base, etc., pour chacune de mes méthodes de test. Sauf que dans un test de DAO de repository, souvent on teste du select, donc on teste des opérations read-only, et pourquoi à chaque fois on clean et on insert? Ça sert à rien de le faire à chaque fois. C'est utile quand on va faire de l'update, du delete, etc., mais ce n'est pas utile quand vous avez des tests read-only. Donc pour ce faire, dans DB Setup, tu as ce qu'on appelle un tracker. Donc tu vas le mettre en statique parce qu'avec JUnit, les joies de JUnit, vous avez, pour chaque exécution de vos méthodes de test, vous utilisez une instance de la classe. Donc du coup, là, je vous conseille d'utiliser du statique pour votre tracker pour pouvoir le mutualiser. Le tracker, c'est DB Setup Trackers? Ouais, donc c'est un truc qui s'appelle DB Setup Trackers. Voilà, donc là, tu as l'instancier. Et c'est ce truc-là que tu vas pouvoir appeler dans ta méthode before. Ok, donc je l'appelle... Il va en fait wrapper ton DB setup. Donc après. Donc là, je lui dis, je lance que si c'est nécessaire, c'est ça? C'est ça. Ok, donc tu peux virer ton lancement de DB setup par défaut. Voilà. Et là, on va regarder un peu ce que tu as dans ton test et on va regarder toutes les méthodes que tu as qui font que du read-only. Donc là, c'est de la lecture. Donc je fais quoi? J'appelle mon tracker? Voilà, tu appelles ton tracker et là, tu dis « skip-moi le prochain lancement ». Ok. Vu qu'a priori, je n'ai pas modifié l'état de la base entre l'exécution de cette méthode et la prochaine. D'accord. Donc, on n'est pas obligé de l'utiliser, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est juste une optimisation sur votre temps de build. Ah, c'est pas mal. On va voir, on va essayer de tester un peu et de comparer ce qu'on pouvait avoir avec DB unit. Donc après, c'est la sauvegarde. Donc ça, on va le laisser comme ça. Tu vas relancer ton test pour voir si tout va bien. Alors juste pour dire, quand on s'est penché sur cette problématique de DB setup, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, etc., la première volonté, c'était pas de gagner du temps de build. On avait envie de ça, mais la première volonté, c'était vraiment d'avoir une API Fluent. D'accord ? Après, effectivement, dans les bonnes pratiques de test, ce qu'on veut, c'est gagner du temps de build, parce qu'on sait très bien que quand on a des tests qui sont trop longs, on va les lancer moins souvent, etc. Même avec des super outils comme Infinitest, c'est des choses qui vont pouvoir un peu nous rebuter dans l'exécution continue de nos tests. Donc, gagner du temps de build, c'est aussi intéressant. Alors, tu vas regarder, j'ai écrit donc 2 classes de tests, les mêmes que tu viens d'écrire, donc DB Setup versus DB Unit, avec TestNG.
Alors pourquoi utiliser TestNG juste à la fin là? C'est juste parce qu'avec TestNG, il y a un truc qu'on peut faire qui est sympa, qui est le fait d'invoquer tant de fois la méthode de test, d'accord, pour pouvoir un peu... c'est bien quand vous voulez comparer ce que fait votre service en étant lancé plusieurs fois, voilà, pour vérifier un peu la consistance de vos tests. Donc je peux le lancer là. Donc là, tu lances ce test écrit avec TestNG, où là, on a la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Le test de vos repos, mais qui est lancé 200 fois. Et ce premier test, on va le jouer avec le premier framework qu'on a vu, à savoir DBUnit. D'accord? Donc là, tu l'as lancé 200 fois, on va voir le nombre de temps qui est nécessaire. 14 secondes. 14 secondes. Donc là, c'est le moment où je suis un peu en disant, pourvu qu'on soit meilleur avec DB Setup. Et donc là, tu vas lancer le même test qui a été écrit, celui qu'on a vu juste avant. Test de perf, c'est pas la meilleure manière de tester les perfs. Mais... Non, mais on est bien d'accord. Mais c'est pour l'exemple et comparer ce que ça donne. Ah ouais, on est en 8 secondes, donc on est beaucoup moins. Ouais. Ouf. Donc du coup, avec DB Setup, on se rend compte que, oui, on va gagner clairement en temps de build. C'est pas magique, hein, c'est pas parce qu'on est des dieux en développement qu'on gagne ce temps-là. C'est tout simple. C'est parce qu'avec DB Setup, vous avez... le temps de parsing XML qui n'est plus à faire. Avec DBUnit, on fait du parsing XML, donc forcément on est un peu long. Hein. On fait le skip grâce au tracker, donc on n'est pas obligé à chaque fois d'insérer, diletter quand on a du read-only sur nos méthodes de test. Et quand on regarde un peu, si vous êtes amusé à regarder un peu les codes sources des deux frameworks, par défaut, quand on fait du DBUnit, on est invité, même si on peut faire les choses un peu différemment en customisant un peu le truc, on est invité à faire une transaction par ligne de votre fichier XML. Et ça, c'est super long. Avec DB Setup, on a développé le truc en se disant, non, on va utiliser une seule transaction pour faire toutes vos opérations d'initialisation. Donc ça aussi, c'est pas magique, c'est une autre explication qu'on peut donner au fait qu'avec DB Setup, on gagne du temps. Bon, voilà. Je crois que lundi, j'adapte DB Setup. Est-ce que je t'ai convaincu? Moi, oui, je sais pas vous, mais... Ok, donc du coup... On va synthétiser un peu tout ce qu'on a vu. Donc Guillaume m'a montré un peu dans la première partie du talk comment je peux m'améliorer sur le nommage de mes tests, leur granularité, comment je peux effectivement, grâce au paramétrage de mes tests via les data providers de TestNG ou via JUnitParam avec JUnit, comment je peux justement avoir qu'une seule méthode de test en lui injectant différents jeux de données. On a vu l'intérêt d'utiliser des frameworks comme Assergy, des frameworks d'assertion qui vous permettent d'avoir quelque chose de plus fluent dans la vérification de vos tests. Et toi, moi, je t'ai expliqué comment t'améliorer sur la maintenabilité de tes tests. Déjà, tu m'as bien parlé des mocks. Tu m'as cité Martin Fowler, donc j'étais content. Donc, j'ai bien compris le principe de la boîte noire et la boîte blanche, en fait. Comment il fallait utiliser les mocks et comment les utiliser bien. Et puis surtout, l'interaction avec la base de données, j'ai pu voir qu'avec DB Setup, je pouvais enfin me passer de mes fichiers XML et en plus, c'était rapide, quoi. Donc après, on n'a pas abordé un autre axe. On a parlé tout à l'heure de la confiance. Le format de la conférence ne le permettait pas, donc on aurait pu quand même s'attarder là-dessus. Je voulais juste aborder quand même différents points. C'est la consistance des tests. Il est super important quand on écrit un test, en fait, que le même test passe de la même manière 6 mois après et qu'on puisse le lancer autant de fois qu'on veut. Donc attention aux dates dans les tests, les choses comme ça, ou les tests qui s'appellent les uns les autres, tout ça, il ne faut pas. Et après, les dates, il en faut, mais il faut bien les tester. La rapidité aussi sur l'exécution des tests est super importante justement pour garder confiance. Donc pour ça, on a vu DB Setup qui permettait de gagner du temps. Il y a une autre chose qu'on aurait pu aborder, c'est les catégories. En fait, JUnit propose des catégories, donc on a l'équivalent avec TestNG, c'est TestNG d'ailleurs qui a initié ça, avec les groupes. En fait, ça permet de grouper justement nos tests. Par exemple, on va lancer les tests d'intégration d'un côté, mais quand on est en train de développer et qu'on ne veut pas tout retester, on peut lancer que les tests sur les services. Donc ça permet d'isoler les tests entre eux. Et Infinitest vous permet, par exemple, sur TestNG, de pas forcément exécuter en continu tous vos tests, notamment ceux qui sont un peu longs. Vous pouvez les squeezer. Bon, Infinitest, d'où l'automatisation. C'est important de jouer le plus souvent possible les tests, justement pour détecter tout de suite si on a des régressions dans le code. Donc Infinitest permet de le faire tout de suite à chaque fois qu'on va lancer une compilation. Bon, après automatisation, vous avez aussi votre serveur d'intégration continue. N'hésitez pas à l'utiliser et le lancer justement les différentes catégories de tests sur JUnit ou Watson en ayant différents builds, par exemple pour jouer les tests d'intégration, les tests seulement métier, etc. Bon, voilà, je crois qu'on a fait un beau tour.
On peut parler des outils quand même qu'on a utilisés. Tout à fait. Donc Acergy, Junit, SNG, Infinitest, DBCTop et Mockito. Bon, sur ces outils, on est quand même fiers de dire qu'on a quand même pas mal de Français. Bah ouais, hein, à l'heure où Tariq Krim hier nous a parlé du fait de valoriser les développeurs français, etc., on ne s'est pas forcé à utiliser des frameworks maintenus par des Français. Hein. C'est juste qu'il se trouve que sur le monde des tests, il y a beaucoup de Français. On n'a pas trop parlé de tests d'intégration, etc. On n'a pas parlé de Selenium. Mathilde Lémé maintient aussi Fluentenium, etc. Donc voilà, il y a plein de Français qui sont importants dans ce domaine technique. Et voilà, on trouve que c'est important de le souligner qu'ils sont déjà bien présents. Et plus globalement, je conclurai comme ça, sur la problématique des tests. Souvent on entend dire, les gens, oui, mais tu comprends, les tests, c'est bien, c'est cool et tout, j'ai des outils, tu viens de me montrer comment je peux les améliorer et tout. Mais moi, tu sais, dans la vraie vie, j'ai un chef de projet qui me tape sur l'épaule tout le temps, non mais t'as pas le temps de les faire, ces tests, etc. Si vous êtes persuadé, et j'espère qu'on a un peu montré que ça peut être utile et puis qu'on peut s'améliorer à les faire, si vous êtes persuadé que c'est bien de faire des tests, je reprends, je cite Emmanuel Bernard dans son interview de Tariq Krim, justement, où il citait Spolsky lui-même, un mec qui habite aux États-Unis, qui a fait Excel et plein de startups derrière, qui dit « c'est qui a le pouvoir? Qui c'est qui code? Qui c'est qui commit? C'est vous. Donc du coup, c'est vous qui avez le pouvoir de faire ce que vous voulez sur ce qui touche au code. Donc si vous êtes persuadé, et j'espère que vous l'êtes, que les tests c'est important, just do it. Merci. Donc ça, c'est nous, avant qu'on parte. Bah, Voilà. on peut répondre à des questions si vous avez Et envie. vu qu'il reste 5 minutes, vous pouvez nous poser des questions. Hein. Voilà. On sera disponible aussi à l'extérieur. Oui. Vas-y, vas-y. DB Setup, ouais. Est-ce que ça risque pas de créer une dépendance sur l'ordre d'exécution des tests? On pourrait lui dire de skip l'initialisation dans ce cas. Est-ce que ça... Il n'y a pas de ce risque-là? Alors, ouais, la question c'est, est-ce que l'utilisation de DB Tracker, le dernier truc qu'on a vu sur DB Setup, ça va pas mettre à mal un peu l'ordre d'exécution des tests? Oui, si tu le fais sur des méthodes qui sont pas en read-only, d'accord? C'est vraiment pas la préco. La préco, c'est de le faire sur une méthode read-only. Donc, si tu utilises le fait de skipper, parce que c'est vraiment le fait de skipper le prochain lancement, d'accord? Donc, peu importe, du coup, l'ordre d'exécution de tes tests, ça marchera toujours. D'accord? Et vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Oui, Alexis? Est-ce que, pareil sur le tracker, est-ce qu'il marche sur les tests d'une même classe de tests ou est-ce qu'il peut marcher, avoir une initialisation qui est sur plusieurs classes de tests? Tu peux initialiser, alors tracker ou pas tracker, tu peux très bien utiliser toutes tes opérations d'initialisation. Vous avez sur le repo GitHub des tests comme ça, où on a mutualisé justement toutes les opérations d'initialisation de tes tests. Donc il y a plein d'exemples dans GitHub qu'on a écrit pour vous, où effectivement, un des intérêts, c'est de pouvoir mutualiser facilement ce code-là. Voilà, donc oui, c'est possible. Ok. Ouais. Pardon, je n'ai pas écouté le Tripper. Ah. Ça, je connais pas. Non, la question c'est, est-ce que sur l'écriture de nos tests, on n'utilise pas le nommage AAA? Voilà. Donc non, nous on s'en arrête à quelque chose de toujours plus simple. Ce qu'a dit Guillaume au début, quand il jouait le rôle du bon testeur. On va regarder, on doit spécifier quel est le comportement attendu dans quel cas, pour pas que l'écriture, on va dire, de nos tests devienne trop verbeux. Mais c'est aussi une démarche intéressante que moi je connais peu personnellement. S'il n'y a pas d'autres questions, on sera dehors. Ah oui, vas-y. On n'a rien entendu donc. Pardon. Alexis, est-ce que tu peux faire le speak? Il parle fort, Alexis. Question sur Android. C'est pour toi ça. Utilisation d'Infinitest sur Android avec Android. J'aime bien Android. C'est sa question à lui. Je dois dire une chose, c'est que les tests sur Android, c'est quand même particulier. Ouais, moi, malheureusement, quand je fais des applications, pourtant je préconise de faire des tests, quand je fais des applications en fait, sur Android, c'est souvent du jetable. Et je ne prends pas le temps de faire des tests de la présentation en fait. Donc je le fais côté serveur ou des choses comme ça, mais pas sur la couche en fait présentation.
Mais je suppose que, enfin, Finitest, le problème avec Android, c'est vrai qu'on a toujours ces problématiques avec les tests d'intégration. Enfin, c'est des tests d'intégration Android. Et on a l'instrumentation, en fait, à chaque fois qui pose problème. Donc, après, il faudrait que je teste. Je ne peux pas dire quelque chose dessus. Merci à vous. Merci.